La monnaie est le miroir d'une nation. Avoir une monnaie forte, c'est aussi une bénédiction pour un pays. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous à ce magazine Économie pour tous. Votre magazine reçoit pour vous, comme d'habitude, notre expert, notre consultant en économie, M. Simon Mbosso-Kiamputu, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Madame Nacha, bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Ça va? Oui, ça va. Bon, avec la saison sèche, toujours quelques bobos là. On va continuer avec notre sujet de la fois passée. On parle de la dépréciation monétaire, mais on va beaucoup plus mettre l'accent sur la dollarisation. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, si notre monnaie, le franc congolais, est en train de couler, c'est toujours ce déclin est toujours mesuré par rapport au dollar. Et depuis que nous avons franchi la barre de 2000 francs congolais pour un dollar, plus, c'est l'inquiétude déjà. Oui. C'est l'inquiétude générale, ce sont les plaintes dans une économie qui est fortement dollarisée. C'est ça le problème, l'économie congolaise est fortement dollarisée, à partir de la masse monétaire qui circule. D'après les indications qui viennent, je crois, de la Banque centrale, on serait à peu près 90%, 90% de l'argent qui circule est exprimé en dollars. Beaucoup de transactions sont en dollars. Oui. Bon, le pourquoi, généralement, quand une économie est fortement dollarisée, c'est-à-dire utilise essentiellement une monnaie étrangère à la place de la monnaie nationale, c'est lié à deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'inflation. C'est-à-dire, quand le prix augmente assez rapidement, donc l'inflation, c'est la hausse générale des prix, quand les prix changent, augmentent rapidement, les gens cherchent à sécuriser leurs avoirs, à se protéger contre l'inflation. L'inflation qui a toujours été considérée un peu comme une taxe sur le pouvoir d'achat. Quand vous touchez votre salaire en francs congolais, par exemple, si vous touchez 300 000 francs congolais, qui, il y a quelques mois, était l'équivalent de 200 $, et que les prix des marchandises, vous voyez les prix des cartons de POD, qui coûtaient peut-être 50 000 francs, passent à 100 000 francs, les sacs de foufou qui étaient à 30 000 francs passent à 60 000 francs, quand vous voyez peut-être le prix du carburant qui augmente, votre loyer change tout le temps. On voit même les prix de l'eau. Vous avez vu les factures? Oui, la régie des eaux, la SNEL, tout ça. Alors, vos ressources en francs ne changent pas, mais vos dépenses changent, augmentent. Alors, qu'est-ce que vous faites? Dès que vous touchez votre salaire, vous êtes directement poussé à aller acheter des dollars pour vous protéger contre l'inflation. Parce que quand vous avez des dollars, si à l'époque, avec vos 300 000 francs, vous avez acheté 200 $, même quand le prix augmente en francs, vous pouvez chaque fois changer un peu chaque fois de vos dollars et vous pouvez maintenir plus ou moins votre pouvoir d'achat. Donc ça, c'est la tentation. En tout cas, à l'époque où j'étais à la primature, une étude qui avait été faite dans les années 80 et 90 sur la masse de francs congolais qui sortent de la Banque centrale, 60% vont sur les marchés d'échange pour chercher à acheter des devises, des dollars essentiellement. À partir de la Banque centrale, on cherche de... Non. Les gens qui reçoivent, donc l'argent qui sont de la Banque centrale, pour payer les salaires, payer les fournisseurs, payer les créanciers de l'État. Donc les gens cet argent qui sort en francs congolais, vous voyez ici souvent quand vous passez devant des agents d'échange, devant des avenues, vous voyez toujours des bottes, des bottes souvent des billets neufs, tout ça. Parce que les gens qui reçoivent cet argent viennent tout de suite chez les cambistes pour chercher des dollars. Mais en fait, j'aimerais bien inverser la question. Qu'est-ce qui occasionne cela? Mais j'ai dit d'abord, c'est l'inflation. C'est le fait que vous avez une économie où les prix montent très vite. Les prix changent. Quand les prix sont stables,
les gens n'ont pas de raison d'aller chercher à avoir des dollars. Parce qu'avec le franc congolais, si les prix ne changent pas beaucoup, vous pouvez maintenir votre pouvoir d'achat. En fait, c'est la perte du pouvoir d'achat. Ce que je disais, l'inflation, c'est comme un impôt, une taxe sur votre pouvoir d'achat. Sur l'argent que vous recevez, vous, comme salarié de votre chaîne, quand vous allez acheter, quand vous recevez l'argent, vous allez faire des provisions. Quand vous arrivez sur le marché, vous trouvez que les prix ont varié, vous dites, mais enfin, c'est régime de bananes plantain, hein, j'ai l'acheté hier à 10 000 francs, aujourd'hui il a 15 000 francs, mais en fait j'ai perdu, j'ai perdu 50% de mon pouvoir d'achat. Alors, ça c'est le premier élément, c'est l'inflation, la hausse des prix, ça pousse les gens à aller chercher une monnaie stable. Parce que les francs congolais perdent leur pouvoir d'achat. Le deuxième élément, c'est le taux d'échange. Le taux d'échange, c'est le prix de la monnaie. Quand vous voyez que le taux d'échange, quand vous passez devant, sur les rues de Kinshasa, vous voyez tous les tableaux qu'il y a là-bas. Hein. Aujourd'hui, vous en grand caractère, 20.8. Voilà. Directement, demain, ça vous venez, tire, vous trouvez 20.10. Demain, 21, 22. Alors, vous vous dites, mais enfin, si j'ai laissé le franc congolais à la maison... C'est plus 10 dollars. Oui, donc là, j'avais avec mes 1900 francs, j'avais 10 dollars. Aujourd'hui, il me faut 2100 déjà, pour avoir 10 dollars. Je perds. Donc quand je vais rentrer à la maison, je vais prendre mes francs que j'ai pour acheter des dollars. Alors plus il y a des francs qui viennent pour chercher des dollars. Et il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment parce que nous sommes dans un contexte où les recettes d'exportation ont diminué. Hein? Avec notamment avec la crise du Covid, nous exportons essentiellement les matières premières minérales. OK? Le premier pays, le grand pays qui était frappé par le Covid-19, c'est la Chine. Et la Chine est aujourd'hui notre principal partenaire. La plupart des usines qui produisent les minéraux aujourd'hui au Katanga, ce sont des usines chinoises. Même TFM, qui était un fleuron américain, a été racheté par les Chinois. Donc, ce sont les Chinois qui contrôlent pratiquement les marchés, ils achètent beaucoup de minéraux bruts, parce que c'est devenu la première usine au monde pour fabriquer des appareils, fabriquer des véhicules, fabriquer des équipements. Et nous, du fait que nous restons sur les matières premières, dont les prix sont fixés sur les marchés internationaux, et les prix dépendent de la demande et de l'offre. Nous avons l'offre, la demande est essentiellement chinoise, et comme les Chinois étaient frappés par le Covid, ils ont réduit leurs importations. Et les prix ont chuté. Le cuivre qui, à 5 ans, se vendait autour de 8 000 $ la tonne, était descendu jusque vers 4 500, 4 800 la tonne. Maintenant, comme je disais la fois passée, ça a remonté un peu jusqu'à 6 600. Donc, conséquence, réduction. J'ai vu d'après les chiffres qui circulent sur le net, nos exportations ont diminué de 40%. 40%. Donc, baisse des recettes d'exportation, donc baisse des devises. Donc la quantité de nos devises a baissé. À tel point qu'à la fin du mois de juin, les réserves internationales, la réserve d'échange de la Banque centrale se situait à 880 millions de $, 3 semaines d'importation. Pour un grand pays comme ça, 3 semaines d'importation. Et chaque mois, c'est diminue. Mais en fait, c'est bien, mais il y a quand même une solution pour ça, où on doit continuer à sombrer dans cette situation. Donc, les solutions, c'est quoi? Les solutions, c'est de modifier les paradigmes, les facteurs qui sont à la base de cette situation. Tels que quoi? Le premier facteur, la structure de notre économie. Je l'ai toujours dit, nous devons aller vers la chaîne des valeurs, c'est-à-dire transformer nos produits miniers. Tant que nous allons continuer à
exporter les matières premières brutes, les cuivres bruts, les cobaltes bruts, les zinc bruts, les coltans bruts. Même le Rwanda, qui ne produit aucun gramme de coltan, a créé une usine de transformation de coltan. Oui, déjà. Déjà. Mais et ils ont aussi maintenant une usine de production de véhicules, de voitures. Des voitures, même de téléphones. Nous avons une dame ingénieure, Jukwamo Benga, qui a fabriqué une voiture électrique. Aujourd'hui, les voitures électriques dépendent essentiellement du cobalt. Donc, nous sommes les premiers producteurs mondiaux. Nous sommes des producteurs, oui. Mais ce sont des autres qui fabriquent. Les autres qui fabriquent, qui transforment et qui nous revendent ces produits-là à forte valeur ajoutée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un problème de manque de volonté, manque de... Oui, d'abord, il faut une forte volonté politique. Il faut un leadership transformationnel, un peu développementaliste, qui veut vraiment la transformation. Mais pourquoi cela se fait au Rwanda? On n'aime pas beaucoup parler de Rwanda ici parce que c'est un pays qui nous pose des problèmes. Oui. Mais quand ils vont faire quelque chose de bien, comme on dit dans la religion, il faut distinguer la personne du mal. Distinguer un peu. Mais quand il y a des choses bien qui se font là-bas, grâce à nos ressources, puisque aujourd'hui, si on montait une usine de production de batteries électriques ici et des véhicules électriques ici, cette usine sera à côté de la matière première. Au lieu que la matière première traverse pour aller jusqu'à la Chine. L'usine ne souffrira pas de carence quand même. Non, le marché sera là. Donc c'est développer notre marché intérieur en transformant, valorisant nos matières premières, notamment les matières premières minérales. Plus la production de matières brutes ne rapporte pas beaucoup. Et ça ne crée pas beaucoup d'emplois valorisants. Plus vous montez dans l'industrialisation, plus vous devenez un pays émergent. Parce que les produits que vous vendez coûtent cher. Avec le cuivre, on produit les câbles électriques qui coûtent cher, 10 fois plus cher que les prix du cuivre. Quand on produit des voitures électriques, ça coûte, je ne sais pas, peut-être 100 fois plus cher qu'une tonne du cobalt brut par rapport à la partie de la matière qu'on utilise pour faire la voiture. On produit des téléphones ici portables, grâce au coltan. Parce que le coltan lui-même, comme matière brute, ne coûte pas grand-chose. Et nous achetons des appareils aujourd'hui là qui coûtent $1000, $2000. Plus l'appareil est perfectionné, plus il coûte cher. Donc ça, entrer dans la chaîne de valeur. Deux, diversifier. Donc, parce que nous avons parlé des exportations qui ont baissé, mais il y a les importations qui ont baissé de 30% pendant que les exportations ont baissé de 40%. Nous continuons à importer. Nous importons près de $2 milliards par an de produits alimentaires, alors que ce pays avec ses 80 millions d'hectares, oui, un sol aussi riche, ça faut le dire, oui. Il faut que l'agriculture priorité cesse d'être un slogan, qu'on puisse réellement soutenir la relance. Mais qu'est-ce qui nous manque? Parce que le go a été déjà donné par le Premier ministre, par les chefs de l'État, mais qu'est-ce qui nous manque maintenant? C'est mettre ça en application ou quoi? Ce qui manque, il faut briser les contraintes, les goulots d'étranglement qui empêchent l'agriculture de se développer. Mais c'est quoi? Le premier goulot, c'est la route. J'ai toujours parlé de ça. Quand vous allez dans nos villages, rien que ici, le Congo central qui est à côté, vous allez à Mbazangungu dans les environs, vous allez à Kisantu, à Ngidinga, à Kimvula, vous avez la production de manioc, des sésames, les niébés, les haricots, les arachides, des fruits et légumes, beaucoup. Une grande partie pourrie, faute d'évacuation, où c'est vendu à des prix très bas qui découragent les agriculteurs. Et là, toujours en relation avec la dollarisation, les produits que les commerçants amènent pour aller vendre aux paysans sont fixés par rapport au taux du dollar. Par rapport au taux. Mais quand on amène les piodis, non, les produits qu'on amène d'ici de Kinshasa pour aller vendre aux paysans. Si vous amenez les poissons salés, les piodis. C'est par rapport à la dollarisation. Tandis qu'ils achètent les produits locaux en francs congolais au prix
qu'on impose pratiquement aux paysans. Oui. Mais quand le paysan vient vendre son bassin de manioc à 20 000 francs par exemple, et avec ces 20 000 francs, il avait calculé acheter une rame de poisson chinchard. C'est un peu comme les trocs là. Oui. Oui, ça continue. Mais oui, parce qu'il a besoin du sel, il a besoin du poisson pour aller manger avec son foufou. Il vient vendre du foufou. Mais quand les prix qu'il reçoit de la vente du foufou, avant ça lui permettait d'acheter une rame. Maintenant, ça lui permet que d'acheter une demi-rame. Directement. Il va se C'est un décourager. impôt, puis il se décourage, il se dit, mais enfin, qu'est-ce que je fais? qu'est-ce que j'ai fait? Donc je travaille pour les autres. Oui. Donc si on résout du moins les problèmes d'infrastructure, donc on aura les problèmes d'infrastructure, la route, le président lui-même a dit que nos routes actuelles ne représentent plus que 10% des routes qu'on avait à l'époque coloniale. Mais les Belges nous ont les 160 avec 150 000 km de route. Maintenant, il n'y en a plus que 15 000 apparemment, si on prend les 10%. Les routes asphaltées, il y en avait 2000 km en 60, il y en a 2800, donc nous n'avons construit que 800 km en 60 ans, et nous avons hérité en 80 ans de 2000 km. Deuxième goulot d'étranglement, c'est le climat des affaires. J'en parle toujours, les tracasseries. Des taxes à tout Hier, je moment. participais à un débat où des gens ont beaucoup parlé de l'Angola. On dit, mais pourquoi l'Angola qui est à côté, ils ont une monnaie forte, ils ont... Mais pourquoi? Le climat des affaires, l'État, l'efficacité de l'État. Il faut un État efficace. Là-bas, à la frontière, moi j'ai fait toutes les frontières, je le dis toujours, de l'Angola avec le Congo central. Vous avez 2 agents à la frontière, immigration et douane. Vous avez vos papiers, oui, en règle. Vous passez l'immigration, vous avez des choses, des marchandises, vous passez à la douane, on vous fait les papiers, vous allez vous payer à la banque. De notre côté, il y en a toujours 20, 30, c'est la pagaille. Et tout le monde cherche à piquer, les commerçants est une proie qu'il faut arracher. Déplumer tout ce qu'il a. Déplumer, il faut que la poule se retrouve toute nue. Ah, c'est compliqué, oui. Quand vous allez à la frontière avec le Rwanda, il y a un agent. Le Rwanda, il y a un agent. Oui. Celui de l'immigration, il est seul. Quand vous avez passé, après, vous allez rencontrer celui de la douane. Mais chez nous, c'est toujours une vingtaine. Donc, et tant que notre pays, ça c'est la première exigence pour moi, n'aura pas restauré l'autorité de l'État. Nous parlions d'échangeons de monnaie. Bon, c'est à cause du chômage, il y en a tellement beaucoup. Mais vous allez dans d'autres pays, vous ne trouvez pas d'échangeurs de monnaie le long de la rue, comme ça. Vous allez en Afrique du Sud, il y a une monnaie rente qui est quand même forte. Mais vous allez avec des dollars, vous passez par la banque ou par un bureau d'échange. Sérieux? Oui, vous ne pouvez pas aller acheter dans un magasin avec des dollars. Nous-mêmes, l'État congolais donc favorise. On a pris des circulaires ici qui interdit de faire des transactions en dollars. Mais on le fait toujours et rien ne change. Vous ne pouvez pas, ici vous allez au magasin, les gens préfèrent que vous leur ameniez des dollars. Des dollars que les francs congolais, oui. Même dans les alimentations. Nous-mêmes, nous chassons notre monnaie de la transaction. En Afrique du Sud, c'est bizarre. Vous arrivez, vous avez dès l'aéroport, vous avez des bureaux d'échange 24 sur 24 où vous allez changer vos dollars. Dans aucun magasin on vous accepte. Donc vous changez les dollars par rapport à leur monnaie. Oui. Mais ici, en RD, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est tellement de traverser même à Brazzaville, les francs congolais perd sa valeur, tout ça. Vous ne savez rien acheter avec les francs congolais. Ah oui, mais parce que nous-mêmes, nous n'avons pas confiance à notre propre monnaie. Puisque nous, déjà, dans nos propres magasins, les gens préfèrent qu'on les paye en dollars et l'État laisse faire. Nous laissons faire. Quand vous allez dans un magasin, on vous donne les prix, vous demandez votre veste là, combien ça coûte. On vous donne les prix en francs congolais, vous demandez en dollars, ça vaut combien. C'est ça. Mais non, généralement, on donne en dollars. Mais on est au Congo quand même, il faut donner en francs congolais pour valoriser notre pays. Mais oui, mais qui doit faire respecter ça? Mais à l'époque... La réglementation d'échange. Oui, nous avons suivi avec le procès 100 jours. On a appris comment de l'argent sortait en dollars. Des millions d'une banque pour aller circuler comme ça. Non, ça ne devait pas se faire. Puisque quand on veut faire, à part pour ce qu'on va importer,
Mais pour les biens locaux, hein, les prix du ciment, c'est libellé en francs congolais. Les prix du sable, la caillasse, on se construit ici. On devrait prendre des francs congolais, acheter en francs congolais. Au lieu de taxer toujours en dollars, tout ça. Ça, c'est valoriser une monnaie étrangère par rapport à notre monnaie. Donc, nous chassons notre propre monnaie. Comme qui dirait, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et notre monnaie devient la mauvaise, et la bonne s'installe en RDC. Donc, on est congolais, on doit valoriser notre monnaie. C'est ça. Et nous avons des lois et des circulaires produites par la Banque centrale qui le fait respecter. Mais moi, je me demande... Donc, l'autorité de... Donc, ça, c'est le premier exemple. À l'époque, Excellence, il n'en était pas ainsi, je vois. Je suis dans le temps, quand j'ai terminé l'université, le franc congolais avait quand même une valeur. On a commencé le franc congolais, un franc congolais valait 2 dollars. Quand, même à l'époque de Zaïre, moi j'ai commencé ma carrière dans une banque, qui s'appelait l'UZB, l'Union Zaïroise des banques. J'étais chef de service de transfert monétaire. On ne veut quelqu'un qui venait avec... J'ai connu un cas avec un Français, il vient avec les francs français. Évidemment, on était dans un système de contrôle d'échange. Vous devez avoir un document. L'argent que vous amenez de l'étranger, vous le déclarez. À l'aéroport, il y avait, à l'immigration là-bas, il y avait un service, un agent de la Banque centrale. On vous donne un papier avec un cachet. Avec ce papier-là, vous allez aller changer cet argent dans les banques commerciales. Même un cachet, hein. C'était vraiment organisé. On ne pouvait pas, nous, la personne est venue pour changer de l'argent à la banque. Il dit qu'on lui a volé ses papiers, donc il avait perdu les documents, la déclaration de monnaie étrangère, ça s'appelait DME. Et on ne pouvait pas lui échanger l'argent. Il devait faire une déclaration à la police. Avec ces déclarations-là, actées, on pouvait alors lui changer de l'argent. Donc, c'est important que l'État fasse respecter ses propres droits pour revaloriser notre monnaie. Il ne faut pas qu'il y ait vraiment, là, on change de l'argent. Moi, je me rappelle quand monsieur venait d'arriver, j'étais vice-président de la Chambre de commerce franco-congolaise. Il avait reçu des opérateurs économiques et il avait suspendu la circulation du dollar. Ici, ça crée beaucoup de problèmes. Les opérateurs économiques sont allés réclamer que ce n'est pas possible. Et je l'ai vu, je ai posé la question, je crois, à Forest. Il dit, est-ce que vous, dans votre pays, est-ce qu'on change on change de l'argent sur la rue? Ces gens on les chasse tous les jours, mais ils viennent, parce que là, comment je vais nourrir ma famille? Ça manifeste quoi, ça? La faiblesse de l'État. Mais non, oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un problème d'emploi. Il y a beaucoup de ces jeunes gens, les jeunes filles, moi je les comprends, au lieu d'aller faire la prostitution, ils viennent se débrouiller, mais il faut que l'État les encadre pour autre chose. Il faut créer des emplois, créer des entrepreneurs, il faut encourager mais quand même, la promotion de l'entrepreneuriat dans d'autres domaines. Nous, nos mamans, les jeunes gens, à l'époque, même quand ils n'avaient pas d'emploi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient au champ. Nous devons, ça c'est notre problème. Nous devons arrêter d'importer tout ça, les devises là, qui pouvaient soutenir la monnaie. Nous les dépensons. J'ai vu des chiffres sur un site économique qu'en 2019, on a dépensé plus de 3,7 milliards pour les importations des biens de première nécessité. Et rien que pour les produits alimentaires, c'est autour de 2 milliards, entre 1,5 milliard et 2 milliards. Mais si nous produisons, nous facilitons, donc nous résolvons ces problèmes de connectivité, de circulation des biens et des personnes, que les produits alimentaires agricoles sont produits essentiellement ici, comme c'était le cas. On n'importait pas. Ici, nous avons de l'espace et des bras suffisamment pour produire le riz que nous importons massivement. Vous voyez, tous les riz que nous mangeons là viennent du Bangladesh. Tu vois, le Bangladesh, c'est un tout petit pays. J'étais là-bas, c'est un pays inondé. Vous savez, les routes sont construites au-dessus, je crois, du niveau de l'eau. Donc, vous circulez au-dessus, là, vous voyez, se trouve là. Il y a inondation. Mais ils profitent de ces gens pour produire beaucoup de riz. Mais nous allons aller importer du riz là-bas. Nous avons nos vallées ici. Nous avons, pour moi, j'ai toujours considéré que la plus grande richesse que nous avons ici chez nous, c'est l'eau. L'eau.
Hein? Mais les autres vont nous faire la guerre à cause de À l'eau. cause de notre eau, c'est ça, on est toujours convoité, Les autres. on est toujours envié. Mais parce que nous ne faisons rien de ce que Dieu nous a donné. Ouais. Hein? Alors, donc, si nous résolvons le problème de la sécurité alimentaire, j'en parlais déjà la fois passée, nous réduisons drastiquement les importations des produits alimentaires. Nous allons faire peut-être progressivement une économie de 1 milliard de dollars au lieu d'aller importer des produits à l'étranger, nous l'affectons à notre production agricole. Nous dégageons des routes, nous faisons les routes des dessertes agricoles, les routes régionales et renforcer les routes nationales. Nous devons reconquérir notre marché intérieur au lieu de dépendre des produits venant d'ailleurs. Le Covid, pour nous, ne doit pas se mettre considéré comme une menace. Nous prenons ça comme une opportunité pour corriger ce que nous n'avons pas pu corriger jusqu'ici. Parce qu'avec la fermeture des frontières, on serait mort de faim. Maintenant, nous avons quelques problèmes d'approvisionnement. Avec les biefs maritimes, il y a eu la grève à la CVM. Nous avons nos produits qui viennent par les ports de Pointe-Noire, qu'on ne pouvait pas évacuer pour venir ici, il y a eu des retards dans les approvisionnements. Tout ceci contribue aussi à une certaine rareté qui fait monter les prix. Mais si nous revenons nous-mêmes à diversifier nos exportations, ça c'est les premiers éléments dont nous avons parlé, au lieu d'être seulement sur les produits miniers, mais valoriser les produits miniers et rééquilibrer nos exportations avec les produits agricoles. À l'époque, nous exportions les cafés, les caoutchoucs, les VIA, les cacao, l'huile de palme. Nous étions premiers l'exportateur mondial de l'huile de palme. Nous exportions même la banane. Maintenant, nous sommes devenus importateurs même de l'huile de palme. Hein. Ça devient une habitude. C'est le pays, là, je ne sais pas, c'est la Thaïlande qui a pris les semences de l'INERA pour aller produire chez eux. Ils sont devenus les premiers producteurs mondiaux d'huile de palme. Et la Massafco aujourd'hui importe l'huile de palme de l'Asie pour fabriquer le savon et la margarine ici. Tamizimani, mettons ces argent à la télé. Ça passe toujours très vite. Très vite parce qu'on a beaucoup à apprendre de vous. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir une monnaie forte en RDC? C'est possible, mais il faut commencer par avoir une économie forte. Vous l'avez dit en introduction de cette émission, la monnaie c'est un miroir d'un pays qui reflète comme vous êtes là, Madame Nacha, toute belle, c'est parce que vous vous êtes préparé avant, quand vous êtes venu devant votre miroir, vous avez regardé, vous dites, ah, mais ça va, je me sens bien, hein, je peux passer à la télévision. Donc nous aussi, si nous éliminons les goulots d'étranglement qui sont liés au transport, liés à l'énergie, l'accès à l'énergie pour la transformation des produits agricoles, et au climat des affaires, supprimer toutes les tracasseries, des taxes multiples. Je vous ai toujours dit qu'il y a un étudiant congolais qui a fait son travail de fin de cycle à Harvard, qui a recensé 50 000 taxes dans notre pays, du gouvernement central, des gouvernements provinciaux. À l'époque, je faisais une étude pour le compte de la Banque mondiale. On a découvert dans le Bandundu, dans un secteur-là, une taxe pour l'allaitement. La maman qui a allaité ça. J'ai découvert chez moi, ici, dans le secteur des filles du Malélé. L'enfant va mourir. Je ne sais pas si on va le couper le sein. J'ai trouvé une taxe sur la houe. Je suis allé moi-même vraiment fâché que c'est l'administrateur du territoire, mais là où c'est un outil de travail pour permettre de produire la richesse qui peut permettre d'amener les impôts, parce que nous avons vu ce qui aggrave la dépréciation, c'est aussi les déséquilibres budgétaires, parce que l'État encaisse moins de recettes, il dépense beaucoup. C'est ça le problème. Vous avez vu les chiffres. 380 milliards de recettes mensuelles, 480 milliards de francs congolais de dépenses rien que pour les rémunérations. Nous avons déjà parlé de ces problèmes du train de vie de l'État, nous n'allons pas y revenir, j'espère qu'ils nous ont déjà entendus. Donc, mais pour améliorer les recettes, il faut produire plus. Diminuer les déficits au niveau de la production, au niveau de la balance commerciale entre exportation et importation, au niveau de la balance de paiement,
entre les devises qui entrent et ceux qui sortent, et assurer la sécurité alimentaire, assurer l'approvisionnement des industries. Et ça va nous faire respecter les bonnes lois, comme ces problèmes de change sur la rue. Sur la rue. Mais ils vous suivent, hein, ils vont protester, ils vont marcher. Hein. Ben, ils ont raison de pouvoir demander que l'État leur crée des opportunités. Mais je ne sais pas si pour eux-mêmes, c'est aussi une bonne chose d'avoir une situation où les taux d'échange varient tous les jours. Ça, et parfois, eux-mêmes, ils perdent aussi de l'argent. Parce que quand ils arrivent le matin, ils ne savent pas. Tôt, le soir aussi. Le soir, donc ils ne peuvent pas les consulter. Et sans votre numéro de téléphone? Voilà, je rappelle mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent un contact. Il est 085 0151 720. Merci beaucoup, M. Simon Bosokian Poutou, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci surtout pour votre disponibilité à notre magazine Économie pour tous. En tout cas, nous sommes tout le temps édifiés. Madame, Messieurs, on a parlé de la dépréciation monétaire. On a beaucoup plus mis l'accent sur la dollarisation. Dollarisation, c'est ça. On doit valoriser notre monnaie, comme je l'ai dit tantôt, que la monnaie est le miroir d'un pays. Donc, comme nous, là, nous sommes le miroir de la TCE, la télévision catholique et l'IKEA, nous sommes là pour vous servir en tout cas. Faites en sorte que nous puissions valoriser notre monnaie. Parce que c'est notre monnaie. Les francs congolais, c'est notre monnaie. Achetons en francs congolais et non en dollars. Ça va vraiment nous équilibrer. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt.